Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Robert Ménard, qui est maire de Béziers, qui est cofondateur de Reporters sans frontières et de Boulevard Voltaire, et qui présente aujourd'hui son livre « Thérapie de choc » à la Nouvelle Librairie. Alors, thérapie de choc, Robert Ménard. D'abord, on est toujours heureux de vous recevoir parce qu'au moins avec vous, on ne s'ennuie pas. En général, j'essaie de ne pas recevoir des gens avec qui on s'ennuie, mais enfin, on n'est jamais sûr. Avec vous, bon, je suis quand même un peu rassuré. En revanche, thérapie de choc, oui, mais avec qui et comment? Parce que j'ai lu le livre, et ce pamphlet là, qui est court mais qui est très intéressant, qui est non seulement bien écrit, mais qui veut aller au scalpel, qui dit, attendez, c'est plus possible de tourner autour du pot, il faut casser le nœud gordien, casser le vase de Soissons et y aller très 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 fort par rapport, encore une fois, à 2022. Mais alors, vous avez commencé par là en disant, et vous finissez par là en vous disant, oui, ok, dans un an, c'est rien, un an, c'est demain, on a les élections présidentielles. Et aujourd'hui, je voudrais commencer par ça. Vous dites qui sera l'homme ou la femme. Enfin, il faudrait quelqu'un qui que quoi. Vous donnez d'ailleurs vous dites la droite en ce moment est un peu en lambeaux. Marine, on ne sait pas, etc. Est-ce que vous êtes un peu plus avancé que lorsque vous avez écrit votre livre? Malheureusement, non. C'est toute la question. Je le dis à la fin, vous y faites allusion. Il nous manque l'homme ou la femme. Il nous manque ce candidat aujourd'hui qui incarnerait une droite audacieuse, pas rétrograde, une droite mal élevée, qui manque pas de culot, une droite qui manque pas de panache, qui sache nous parler de la France comme on a envie qu'on en parle, mais qui soit en même temps radicale et réaliste, qui soit en même temps, je le disais, audacieuse, mais de bon sens. C'est toutes ces qualités-là dont on a besoin. Pardon, aujourd'hui, à votre question, j'ai pas de réponse, mais je l'ai pas depuis des années. Ça fait des années que cette droite hors les murs, comme un certain nombre de gens nous ont décrit, c'est-à-dire en dehors des partis politiques, pour parler tout simplement, a le plus grand mal à se trouver un champion. Alors on a imaginé, vous savez, Marion Maréchal, mais elle l'a dit, elle le redit aujourd'hui, elle a d'autres projets, puis elle se présentera jamais contre sa tante. Très vite, pour et Zemmour aujourd'hui. Mais il y a Éric. Mais Éric, enfin, vous le connaissez, je le connais, on le connaît tous les deux depuis des années. Éric, il a un talent incroyable. C'est un débatteur hors pair. C'est un journaliste de talent. C'est un journaliste cultivé qui a une connaissance historique. Honnêtement, j'aimerais avoir le quart du talent qu'il a. Il a tout ça. Est-ce que de tout ça, on peut faire un parcours et un homme politique, pour parler clairement, c'est toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric nous est plus utile, nous, je dis ce camp de cette droite-là, nous est plus utile en étant comme vous, comme je le suis de temps en temps, mais lui tous les jours, comme vous tous les jours, présent dans des chaînes d'une chaîne de télévision, CNews en l'occurrence, pour faire entendre un autre son de cloche. Est-ce qu'il est plus utile là que dans l'arène politique? C'est ces questions. Plus utile comme transmetteur que comme leader politique, absolument. Oui, pour interroger, pour mettre du poil à gratter, pour déranger. Tout à fait. Mais alors, Robert Ménard, mais justement, est-ce que cette droite qu'on a qualifiée, d'ailleurs vous l'aviez réunie à Béziers il n'y a pas si longtemps que ça, droite hors les murs, n'est pas justement une droite hors sol? Ce qui est très frappant d'ailleurs, et on va y arriver. Est-ce qu'au fond, le vrai problème, c'est pas que ce concept de droite et de gauche, tel qu'il a été, tel qu'on l'a vécu depuis 40 ans, tel qu'il est aujourd'hui, est totalement, en fait, suranné? Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs, est-ce qu'il n'y a pas, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs civiques, identitaires ou autres, qui peuvent réunir ce qu'on appelle la droite et ce qu'on appelle la gauche? Mais n'oubliez pas qu'il y a 40 ans, si vous parliez du Parti communiste, il était encore à 35% derrière Georges Marchais, ou 30%, 25%, il est aujourd'hui au Front National, ou au Rassemblement National. Donc, est-ce que tout ça n'est pas en train, et déjà depuis quelque temps, de s'effriter comme une termitière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train peut-être de naître, mais on ne le voit pas? Honnêtement, je vais essayer de répondre honnêtement, pas facilement. Oui et non. Oui, vous avez raison. Moi, dans ma ville, j'ai été élu avec 70% des voix par plein de gens. On les a parce qu'il y avait des sondages qui avaient été faits avant, par plein de gens qui vivent Mélenchon, qui votent pour Mélenchon et qui en même temps... qui ont élu Robert Ménard. Qui votent pour moi parce qu'au fond, il y a une partie du discours qui est commun.
une partie du discours sur la défense d'un certain nombre de choses, honnêtement, des petites gens, de ceux qu'on oublie toujours, de ceux qui sont jamais du bon côté du manche. Vous avez raison de dire qu'il y a un point commun sur une espèce de souverainisme, pour employer un mot un peu pompeux. Enfin, c'est une envie de la France. Et la défense de ce pays et de son outil industriel, là-dessus, il y a des points communs. Mais je suis quand même de ceux qui continuent à penser qu'il y a un substrat, il y a des réactions qui sont de droite et de gauche. Il y a ça qui nous différencie. Alors vous me direz, c'est un peu caricatural, parce que j'en suis conscient. Mais c'est vrai qu'il faudra, pour gagner une élection, il ne faut pas seulement plaire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut plaire à beaucoup plus que ça. Bien sûr. Est-ce que Marine Le Pen est capable de réunir cette majorité de Français? Je suis de ceux qui en doutent. Mais attendez, je le dis, j'aimerais me tromper. J'aimerais me personnel, vous parlez à votre nom. À votre nom, et qu'à votre nom. Moi, je ne suis pas dans un parti, je ne suis pas dans un clan, dans une coterie et tout, donc je parle uniquement en mon nom personnel. Je ne le crois pas. Encore que les sondages, jour après jour, ont tendance à me donner tort, puisqu'il y en a eu encore aujourd'hui qui dit qu'elle pourrait réunir tant de gens. Pour revenir à votre livre, etc., parce que vous parlez de beaucoup de choses et vous dites, voilà, des choses qu'il faut faire. Vous parlez d'ailleurs effectivement, vous parlez des 40 ans du regroupement familial, vous parlez de la naturalisation, vous parlez d'immigration, vous parlez de tout ça. On va en parler d'ailleurs en détail avec nos auditeurs. Vous parlez d'ailleurs de Trump et de ce qu'a fait Trump, effectivement, et je suis de ceux, je le dis parce que je ne peux pas le cacher, qui était quand même assez... pour moi, admiratif, je le dis, dans la façon dont Trump a réglé, en tout cas, à gérer ce qui se passait en Amérique, avant le Covid, bien sûr. Vous parlez de la fraude sociale et de la fraude fiscale, mais par exemple, vous voyez, quand vous parlez de la fraude fiscale, et vous dites vous-même, attendez, il y a aussi, on va pas juste protéger les riches pour protéger les pauvres, enfin c'est plus compliqué que ça. Mais est-ce que pour vous, le concept mondialiste souverainiste, pour parler de ça, je ne dis pas qu'il a remplacé gauche-droite, mais ce qui n'apparaît pas comme un paradigme, comme une ligne, peut-être plus admirable entre ceux qui veulent protéger leur identité, leur culture sans être des passéistes, si vous voulez, et ceux qui disent, attendez, c'est fini, tout ça, c'est vieux, vive le progrès, du passé faisons table rase, etc. etc. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là-dedans aujourd'hui ? Oui, mais encore une fois, je ne crois pas que droite et gauche, vous avez raison, suffit à tout expliquer. Je ne crois pas que souverainiste et mondialiste suffisent à tout expliquer. Je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous avez cité la fraude sociale et la fraude fiscale. Oui. En gros, en général, qu'est-ce qu'on a ? On a une gauche qui continue à s'offusquer, à juste raison, de la fraude fiscale. Elle a raison. Mais qui ne parle pas beaucoup de la fraude sociale, parce que quand même, il ne faudrait pas montrer du doigt les gens plus pauvres qui truandent la sécurité sociale. Et à droite, vous avez des gens qui passent leur temps, à juste raison encore une fois, à dire, regardez ces types, on paye, il y a je ne sais pas combien de millions de cartes vitales qu'on a, vous comme moi, dans la poche. 5 millions. Voilà, qui sont fausses et qui sont attribuées à des gens qui n'existent pas. Mais en même temps, cette droite-là, quand vous lui parlez de la fraude fiscale, de gens qui vont à l'étranger pour payer moins d'impôts, d'un coup, comme pour une partie d'entre eux, c'est leurs copains, ils ne disent plus rien. Ce que je rêve, c'est quoi ? C'est qu'on arrête avec ça. Qu'on soit juste un peu de bon sens. Alors le bon sens, ça a mauvaise presse. Moi, je suis populiste. Populiste au sens... Mais absolument, c'est un beau mot. Mais enfin, attendez, on ne va pas être terrorisé par des gens... Tout à l'heure, attendez, je vous écoutais, vous vous moquiez de tout un tas de gens qui accaparent un certain nombre de mots et qui les transforment. Moi, le mot populiste, c'est un joli mot. Attendez, moi, défendre le peuple, je suppose que ça ne vous choque pas. Le problème, c'est que quand tu dis t'es populiste, tu as tout un tas de journalistes, pardon de le dire, face à deux journalistes qui te montrent, ah ouais, on savait bien que c'est l'extrême droite, le facho et tout ça. Non, c'est des gens, moi je défends les petites gens. Et petites gens dans ma bouche, c'est pas, vous avez compris que c'est pas péjoratif. C'est ça. Et donc tous ces concepts souverainistes, mondialistes, droite-gauche, bien sûr qu'ils sont en partie vrais, mais ils sont aussi en partie faux. Oui, vous avez raison sur un certain nombre de choses que je pense et que j'explique dans ce livre. Il y a tout un tas de gens de gauche qui disent la même chose. Mais en même temps, quand on parle de l'immigration, regardez, tout à l'heure, je parlais de l'électorat de Mélenchon qui n'hésite pas à voter pour moi. Dès que vous parlez de l'immigration, hop,
Là, c'est terminé. Sur l'immigration, ils redécouvrent qu'ils sont humanistes, généreux, vous savez, tout ça. Et puis nous, salauds, abominables, égoïstes, et puis je sais pas quoi. Oui, ça, c'est les lignes de clivage, effectivement, qui existent. Oui, mais elle existe tous les jours. Moi, je la vis tous les jours dans ma vie. Là. Ben, j'imagine. Non, mais c'est clair. Non, mais il y a de vrais problèmes, de vraies pierres d'achoppement. On va d'ailleurs en parler avec vous, Robert Ménard. On va continuer à parler de tout cela, parce qu'il en va d'un pays, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle la France, qui n'est peut-être pas encore totalement une maison de passe peuplée de courants d'air. Donc on va essayer de voir comment on peut construire et reconstruire. Et puis n'oubliez pas que vous pourrez aussi intervenir à partir de 13h15. Un seul numéro, 0826 300 300. Robert Ménard sera là encore. Vous pourrez lui poser des questions. Vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets, harcèlement scolaire ou course à la victimisation. On vous attend. À la recherche de l'inconnu, qui sera effectivement à la présidence, candidat ultime au second tour de la présidence, vous savez, c'est avril-mai 2022, hein. On n'est pas loin là, c'est dans un an. Mais le livre de Robert Ménard, il va bien au-delà de ça, c'est de quelle France on veut. Et en fait, Robert Ménard, dans votre livre, il y a quelque chose qui court, le dessin caché de la tapisserie. Vous dites, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde parle au français, à des segments de français, à des segmentations des archipels de français, mais presque personne ne parle de la France et à la France. C'est ce qui me saute aux yeux et aux oreilles quand j'écoute les médias, c'est que je ne trouve pas de gens qui, dans leur voix, dans leurs mots, dans leur choix, dans leur grammaire, si j'ose dire, sache nous dire l'histoire, la géographie de ce pays, l'amour qu'on peut avoir pour lui. Moi, au fond, c'est la seule chose que je cherche d'un candidat. Si je suis tellement anti-Macron, c'est pas sur des questions économiques, par exemple, j'en sais rien, sur la réforme de la SNCF, je trouvais qu'il a plutôt raison. Donc, vous voyez, et je sais qu'Emmanuel, mon épouse, a voté pour, qui est député. Non, mais c'est pas ça. C'est quand il dit il n'y a pas de culture française, mais vous pouvez pas savoir comment ça me tue. Quand je vois l'écriture inclusive, qui n'est pas seulement un gadget d'imbécile, je pèse les mots, d'imbécile, ça tue une langue, ça tente, c'est des prémices pour un effondrement de notre langue. Or, pardon, un pays, c'est autour d'une langue. Et Dieu sait que le français, il faut le protéger parce que dans le monde, il est une alternative à la mondialisation. La francophonie, 800 millions à 1 milliard d'habitants. C'est important, c'est pas des choses de ringards, c'est pas des choses de vieux cons. On serait deux vieux cons ici, complètement dépassés. Il y a des gens qui se battent pour ça, je pense en Afrique et tout, et qui sont étonnés que la France se batte pas mieux. Au Québec. Ouais. Et voilà, il y a ça. Oui, c'est ça qui me passionne. Et j'ai pas ce sentiment-là. Que de trouver ça, ce discours, cet amour des choses qui font ce qu'on est. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait à Béziers ? Qu'est-ce qui fait que des gens massivement votent pour moi ? Alors, vous me direz, je ne vais pas plaider pour moi-même, c'est stupide. Vous voyez, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas un plaidoyer pro-domo, je vais vous faire grâce d'une imbécilité pareille. Mais au fond, le mot qui revient quand je parle aux gens, vous savez ce qu'ils me disent ? Et ils me disent, vous nous avez rendu notre fierté d'être bitérois. On est fiers d'être de notre ville. Voilà, au fond, j'ai envie qu'on soit fiers d'être français. Or, aujourd'hui, pardon, tout à l'heure, vous vous moquiez d'un certain nombre de choses avant de me recevoir. Au fond, derrière les exemples que vous donniez, c'est ça. Ah oui. C'est tout un tas de gens c'est la segmentation, c'est et qui déconstruisent ce pays, absolument. Et qui détestent ce pays. Qui détestent ce qu'on est, qui détestent ce qu'ils sont. C'est une espèce de capacité d'autoflagellation qui me sidère. Et ce petit pamphlet, au fond, c'est ça. C'est dire, attention, ça, c'est fragile. C'est un truc en la France, c'est en cristal. Et la France, elle peut se rompre. Il y a toujours des gens, en particulier dans mon camp, qui vous disent oui, on va bien voir arriver un général galonné qui va sauver tout ça, mais peut-être pas. Oui. Attention. On n'est pas en 1940, c'est pas sûr du tout. Non, on n'est pas là. Et on a ça. Alors, est-ce qui aujourd'hui en France représente ça ? Honnêtement, j'ai pas cette réponse. Moi, je suis souvent d'accord, beaucoup plus, vous l'imaginez, qu'avec d'autres, avec Marine Le Pen, mais je pense qu'il manque quelque chose qui fait que vous passez de dirigeant de parti à chef de l'État.
Et c'est pas la même chose. Et comment? Et alors justement, vous donnez dans votre livre, vous parlez de naturalisation par points, vous parlez effectivement de retrouver ce qui fait France. Et encore une fois, ce qui fait France, faut le dire, ce n'est pas seulement la Français de souche. Et les immigrations, il y en a eu. Mais le problème, c'est encore une fois la phrase merveilleuse, je la cite toujours de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Et c'est exactement ça. Attendez, c'est pas une histoire de religion. Quand les gens vous disent, oui, vous aimez pas l'islam, imbécile, abruti, crétin, j'ai aucun problème. Moi, j'ai un problème avec un certain nombre de courants dans l'islam. Mais pardon, mes amis harkis, vous allez leur faire une leçon parce qu'ils sont musulmans? Ou vous êtes devant eux admiratifs d'avoir tout sacrifié à la France? De tout sacrifier à la France. Je dis ça parce qu'en plus, il y a le rapport Stora, là, qui n'est pas si caricatural que ça. Ne soyons pas caricaturaux. Qui dit des choses juste sur les disparus et tout, mais qui, sur les harkis, a pas les mots qu'il faut avoir. Bien sûr que c'est pas ça. Et d'ailleurs, Robert Ménard, il n'y a pas que les harkis. Il y a beaucoup de musulmans qui sont français aussi bien que d'autres. Autant que vous et moi. Moi, je connais dans ma ville des musulmans qui aiment la France comme je l'aime. Donc, c'est pas ça. Mais oui, ce qui me tue, je le dis dans ce livre, c'est par exemple le caractère automatique d'obtention de la nationalité pour des gamins qui sont nés en France de parents qui ne sont pas français. Non. C'est un choix, il faut le dire. On n'est pas automatiquement français à 18 ans. On doit le dire, le revendiquer, le demander, apporter des preuves qu'on aime ce pays. Oui, ça va pas de soi. C'est pas un cadeau de devenir français. C'est une espèce de graal de devenir français. C'est un devoir, et comme dit l'autre, un homme, c'est aussi le devoir. Il n'y a pas que les droits. Mais non, il y a des devoirs. On ne peut pas devenir français en détestant la France. Pardon, parce qu'on est né en France. Non, ça ne suffit pas. Attendez, ça ne veut pas dire que le fait de ne pas naître en France, de ne pas naître d'un parent français en France, t'enlève le fait d'être français. Mais ça ne te donne pas le droit de le devenir automatiquement. Il n'y a rien d'automatique dans ces affaires-là. La nationalité française, ça se conquiert. Et ça peut se perdre. Oui, c'est ça, déchéance de nationalité. Bien sûr. Enfin, expliquez-moi, quelqu'un qui a la double nationalité et qui commet des crimes et des délits en France, pourquoi il resterait français? Expliquez-moi pourquoi. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Algérie envisage déchéance de nationalité algérienne pour des Algériens qui sont en France. Ah, j'avais pas vu ça. Mais comme quoi, ils veulent pas les récupérer. Oui, comme quoi ils ont moins de goût de l'autoflagellation que nous n'en avons ici. Ça c'est clair. Mais alors, en revanche, je comprends pas. Vous dites plus de droit du sol que du droit du sang. Ou pas, j'ai pas très bien... Non, là je pense qu'on s'est mal compris, alors, ou c'est mal écrit. Non, dans votre livre. Oui, parce que vous parlez droit du sol, droit du sang, et il y a une ambiguïté, peut-être, alors que je l'ai... Non, parce que, avec le droit du sang, ça nous renvoie à des idées que j'ai pas envie de défendre. Je suis toujours quelqu'un de pragmatique. Je vous jure que j'ai pas des idées toutes faites dans ma tête. Vous savez, le métier de maire, ce qu'il m'a appris, il m'a donné une putain de leçon de réalisme. Mais le réalisme, c'est pas d'abdiquer devant les choses. C'est le pragmatisme de la réalité. Attendez, enfin, vous le savez. Moi, il y a un certain nombre de... Tout ce que je dis ici, je pourrais le dire dans un quartier difficile de Béziers. C'est la règle que je m'applique. Je ne dis jamais des choses en privé ou dans un média que je ne puisse pas répéter dans un des quartiers de ma ville. Et mon métier de maire, il m'a appris ça. Il m'a appris qu'il était facile de faire le malin autour d'une table comme éditorialiste. Je l'ai été pendant des années, donc je ne donne de leçons à personne. Mais à un moment donné, il faut dire les choses face aux gens. Et donc, je m'applique cette espèce de petite morale. Et de ce point de vue-là, pour revenir à la politique, mais c'est bien, on fait un va-et-vient, mais qui est un va-et-vient important pour moi, je crois que... Pourquoi il n'y aurait pas plus de, non pas d'alliance, il ne s'agit pas de faire un parti politique, mais entre les maires. Beaucoup de maires partagent, je pense, vos idées, Robert Ménard, en tout cas en partie, personne n'est. Pourquoi il n'y a pas plus de front commun ou de pétitions communes, de déclarations communes, de justement ces gens qui sont, d'ailleurs, c'est encore les moins rejetés, on le sait, parmi les politiques, on le sait, les plus populaires, les seuls populaires. Voilà.
et justement, il ne serait pas mauvais, je crois, surtout en ces temps, qu'il y ait sur un certain nombre de choses et de points nationaux, justement, un certain nombre de maires qui... Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose qu'on entende plus les maires, pas seulement dans leur coin, mais aussi sur un certain nombre de problèmes nationaux, ou voire internationaux? C'est très difficile pour eux. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi c'est très difficile? Pourquoi? Pour des choses hyper pragmatiques, parce que la vie, c'est ça. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es maire d'une commune, d'une petite commune de 1000 habitants, tu boucles ton budget avec quoi? Comment? Avec l'argent du département et l'argent de la région. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il y a un chantage aux subventions. J'ai été élu maire. Maintenant, je suis président de l'agglomération, c'est-à-dire qui regroupe 17 communes. Le président du conseil départemental, la présidente, c'est une dame de la région. On fait pression sur tous les maires pour qu'ils ne votent pas pour moi. Un certain nombre de maires ont résisté à ça. Mais les maires, c'est ça. C'est de ça dont ils ont peur. Ouais, il y a mais il y a un chantage tout bête. Écoutez, vous faites... je leur jette pas la pierre. Non, mais je comprends. Je ne leur jette pas la pierre. Quand vous êtes maire et que vous avez besoin de refaire la place de votre village, entre vos idées, vos convictions et les 50 000 € de subvention du département qui vous permettent de faire cette place, vous hésitez, et à juste raison, parce que vous êtes d'abord là pour votre village. Et c'est très très difficile. Regardez pourquoi il est de plus en plus difficile, on parlait des élections présidentielles, pourquoi il est de plus en plus difficile qu'un certain nombre de candidats un peu marginaux ou de candidats de maire pourraient apparaître comme une alternative. Parce que depuis qu'on a décidé de rendre public le nom des maires qui signaient pour tel ou tel, il y a plein de maires de mes amis qui pensent comme moi, mais qui n'iront pas signer. Les 500 signatures. Mais oui, les 500 signatures qui n'iront pas être un des 500 maires parce qu'ils auront trop peur, parce que c'est rendu public, d'en prendre plein la gueule le lendemain de la part du département ou de la région qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux. C'est ça la politique, c'est malheureusement des choses comme ça. Et moi je le vois tous les jours. Je vois aujourd'hui dans ma région, l'association des maires de France ce matin, hier recevait la présidente de la région. Ils doivent pas le faire, normalement elle est en pleine campagne électorale. Ils le font parce que tous les maires ils se disent, attendez, si je me fâche avec la région, avec l'argent qu'ils ont, qu'est-ce que ça va faire? Ça paraît minable, mais c'est des choses comme ça. C'est des choses. La politique, c'est ça. Et la politique, j'ai appris ça. Alors moi, je suis dans une ville qui a 80 000 habitants. J'ai peut-être un mauvais caractère ou une grande gueule ou peu de goût pour dire oui à un certain nombre de gens. Mais j'ai peut-être des moyens qu'un petit maire n'a pas. Je dis petit maire d'une petite commune. C'est pas critique dans la bouche. Et je peux dire envoyer chez quelqu'un plus facilement que lui. Eh bien, écoutez, nous. On vous attend maintenant, justement, avec Robert Ménard. Voilà, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez justement poser des questions à Robert Ménard qui reste avec nous, parler de réel politique, de souveraineté, de populisme et parler de son livre Thérapie de choc. Vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, le harcèlement scolaire et évidemment la violence entre les jeunes, la course à la victimisation. Voilà, sur tous ces sujets, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est à vous, chers amis, de réagir au 0826 300 300. On vous attend sur beaucoup de sujets et Robert Ménard est encore avec nous. Vous pouvez lui poser des questions en direct. Tout de suite, on va à Montpellier. On donne la parole à Gérald. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Gérald. Oui, bonjour Monsieur Berkov, merci encore une fois de me prendre à votre superbe émission. Bonjour aussi Monsieur Ménard, je voulais vous féliciter pour ce que vous avez fait de votre ville et j'espère que vous resterez le plus longtemps parce que je sais que les Biterrois vous aiment beaucoup. Allez-y Gérald. Donc j'ai cette question que je voulais vous poser, c'est en premier temps, qu'est-ce que vous pensiez en ce moment de cette mascarade journalistique de nos médias mainstream qui mettent en avant déjà les prochaines élections présidentielles de 2022, donnant déjà au deuxième tour Macron et Le Pen, afin, moi je pense, de manipuler les Français. Ensuite, la seconde question, qu'est-ce que vous pensez également de cette mise en avant que nos différents ministres et Emmanuel Macron vont sur les autres médias où le CSA n'a pas trop de regard, j'ai envie de dire pour le moment. Je parle évidemment de l'utilisation de Maline, des youtubeurs ou encore de l'utilisation de la plateforme Twitch, afin de se rapprocher d'un maximum d'une population beaucoup plus jeune. Jeune, oui. Et après, encore une fois, pendant les élections, est-ce que le temps de parole est pris en compte dans ces nouvelles plateformes-là? Oui, TikTok, vous parlez de TikTok et compagnie, c'est ça? Ouais, TikTok, Twitch, YouTube, etc. Où, voilà, ils ont utilisé par exemple
McFly et Carlito. Ils vont continuer, Emmanuel Macron va continuer à se montrer auprès de leur chaîne via l'Élysée, etc., etc. Robert Ménard, alors première question, c'était donc, est-ce qu'on va nous refaire le coup de Macron-Le Pen? Déjà, on l'annonce partout. Deuxième question, les nouveaux réseaux et les jeunes que l'on pêche, la pêche aux jeunes. Sur les nouveaux réseaux, je trouve ça pas seulement démagogique, je trouve ça méprisant par rapport aux jeunes. Il se fait que nous avons avec Emmanuel, mon épouse, des jeunes enfants qui sont sur ces réseaux-là et qui, je pense, même s'ils n'ont pas nos idées, en l'occurrence, à Emmanuel et à moi, vous savez, les enfants, ils n'ont pas exactement forcément tes idées. Je pense qu'ils ont juste le sentiment d'être pris pour des abrutis par Macron, par cette espèce de tentative un peu minable d'aller les séduire en allant sur un certain nombre en mobilisant sur un certain nombre de sites, sur un certain nombre de youtubeurs et tout ça. Je pense que c'est d'un minable absolu et que personne n'est dupe de ça, et je fais assez confiance aux gens, aux jeunes, pour encore que le concept jeune me paraît un peu surréaliste, aux plus jeunes, je ne sais pas comment il faut dire, pour pas tomber dans le panneau. Mais ça, c'est méprisant, ça me semble méprisant. Sur les jeunes, je incise Robert Ménard, je cite toujours la phrase d'Henri Janson, il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Voilà, mais je suis d'accord avec ça, je la connaissais pas cette citation, je vais la retenir. Sur le match annoncé entre Marine Le Pen et Macron, je dirais que l'un et l'autre y ont intérêt aussi. C'est pas que les médias qui ont intérêt. Macron se dit, Marine Le Pen, et peut-être il se le dit un peu moins maintenant d'ailleurs, mais il s'est longtemps dit, celui qui gagne celui qui est qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen, il a gagné. Et donc il y a ce cynisme-là. Et Marine Le Pen, elle a évidemment intérêt à apparaître comme le challenger, le mieux placé par rapport à Macron. Pour être tout à fait honnête et pour pas être caricatural par rapport à elle, même si j'ai des désaccords avec elle, moi je croyais par exemple qu'elle ne se relèverait jamais du débat de l'entre-deux tours. Je l'ai dit dans des médias, je vais pas changer, je vais pas dire que je l'ai pas dit. Aujourd'hui, elle a une espèce de résilience, une capacité à sauver sa peau quand même qui est pas tout à fait rien. Elle joue quand même aujourd'hui les premiers rôles. Donc je dis ça pour atténuer un propos qui serait caricatural et je veux pas avoir de propos caricatural. Est-ce qu'on échappera? Est-ce qu'on peut échapper à ce match préparé d'avance? J'en sais rien. Mais tout à l'heure, avec André Berkoff, c'est un petit peu au fond ce qu'on se disait. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que Marine Le Pen, même si dans sa stratégie actuelle, si elle ne s'ouvre pas à d'autres, si elle ne respecte pas un peu plus les gens autour d'elle, si elle n'accepte pas un certain nombre de compromis, elle ne gagnera pas. C'est ce que je pense. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, puisque je le dis, je m'en cache pas, je n'ai aucune envie que M. Macron gagne les élections, est-ce qu'aujourd'hui à droite, mais même dans la droite classique, dans la droite de gouvernement, la droite moins à droite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se détache et qui est capable de peser et de gagner face à Macron? Pardon, je ne vois personne. Mais parce qu'on a la droite la plus conne du monde, pardon de vous le dire, on a une droite qui est incapable de s'allier. Attendez, tout à l'heure on en parlait hors micro avec André Berkoff. Moi, je suis suffisamment vieux. André Berkoff est un jeune homme à côté de moi. Je suis suffisamment vieux pour me souvenir que l'union de la gauche, ça regroupait, comment il s'appelle, le pharmacien Fabre, radical de gauche. Fabre, radical de gauche, le pharmacien aveyronais, Marché et Mitterrand. Expliquez-moi ce qu'il y avait de commun entre le pharmacien aveyronais et le secrétaire général du Parti communiste. Ils ont quand même été suffisamment intelligents pour dire peut-être qu'on a un minimum sur lequel on est d'accord, on puisse se retrouver. Mais la droite française, l'intelligentsia française de droite, les médias de droite français sont tellement pleutres, sont tellement lâches, ont tellement peur d'être montrés du doigt par l'intelligentsia de gauche qui dit horreur et putréfaction, vous allez vous allier avec... Vous voulez dire qu'ils sont tétanisés? Ils sont tétanisés à l'idée, par exemple, attendez-moi, le nombre de maires que je vois qui sont d'accord avec moi, avec tout ce que je dis, mais qui ont peur d'être assis à côté de moi publiquement parce qu'ils ont peur qu'on les montre du doigt. Attendez, mais c'est à tomber à la renverse. Ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Mais voilà, vous savez, comme si on était des pestiférés et que, vous savez, on allait leur coller la peste parce qu'ils sont en train de déjeuner avec vous, s'asseoir à côté de vous, ou dire publiquement qu'ils sont d'accord avec telle ou telle chose. Ils pensent tout bas. Ah ouais, mais c'est terrible. On est dans un monde comme ça. Clémence. Allez, vous continuez de réagir. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
De retour dans le studio de Sud Radio avec André Berkoff et avec notre invité Robert Ménard. Je rappelle le titre de son livre Thérapie de choc à la Nouvelle Librairie. Et vous aussi, vous êtes une thérapie de choc et c'est pour ça qu'on vous donne la parole tous les jours. Tout de suite, on va à Châtenay-Malabry en Haute-Seine. On donne la parole à Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Ménard. J'ai deux questions, je dirais, assez techniques. Je ne les pose pas du tout dans un esprit polémique. Oui. La première concerne l'ordre public et la seconde, c'est plus une question, je dirais, de sciences politiques. La question d'ordre public, est-ce que vous êtes, Monsieur Ménard, en accord avec la thèse de Thierry de Montbrial, qui considère que le point de non-retour en termes d'ordre public est très proche, ou est assez proche, et donc il considère qu'on s'approche d'un risque de libanisation de la société et d'un risque de guerre civile. Alors est-ce que c'est un pur fantasme, pour vous, une réalité déjà observable, ou un risque très sérieux ? Et la deuxième question, qui n'est pas liée à la première, je le précise, oui. De votre intervention précédente, Monsieur Ménard, j'ai compris que vous n'étiez pas en accord avec la thèse d'Éric Zemmour sur l'incompatibilité consubstantielle de l'islam avec les principes républicains. Pourtant, je constate qu'il y a eu pas mal de mosquées qui ont refusé de signer la charte la charte des mosquées, la charte proposée par Monsieur Darmanin, et que chez vous, vous aviez proposé une charte que certaines mosquées ont également refusé de signer. Est-ce que ces refus ne viennent pas valider l'analyse d'Éric Zemmour? Et enfin, j'ai une troisième question, je ne voulais pas annoncer, mais c'est pour la bonne bouche. Qu'est-ce qui vous sépare, Monsieur Ménard, de Bruno Retailleau ou d'Éric Ciotti? Très bien, il y a trois questions, mais Robert Ménard. Je vais essayer d'y répondre sur la dernière question. Rien. Quand j'entends Éric Ciotti, je suis d'accord avec lui à 100% et je pense qu'il est d'accord avec ce que je dis. Je crois que je ne lui rends pas service en disant ça parce que ses amis de son parti vont dire, regarde, c'est la preuve que tu te retrouves d'accord avec des espèces de fachos. Bien sûr qu'il n'y a aucune différence. Mais attendez, chez moi, les gens qui votent Rassemblement National aux élections nationales ou républicains, ils votent ensuite pour moi les uns et les autres sans aucune hésitation. Parce que sur le fond, cet électorat dit exactement la même chose. Et Bruno Retailleau et Éric Ciotti, pour qui j'ai pas seulement de la sympathie mais de l'admiration parce qu'ils sont courageux. Éric Ciotti dit un certain nombre de choses qu'il est le seul à dire dans son parti, et Monsieur Retailleau a un vrai talent. Non, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que je suis tellement pour l'union des droites et je comprends pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord alors que sur une bonne partie de la droite et une bonne partie de ce qu'ils appellent en termes péjoratifs l'extrême droite, il y a plus que des ponts, il y a des autoroutes. Alors la guerre civile et le fait, effectivement, le danger de guerre civile et le danger d'arriver effectivement au borderline et au-delà de la ligne. Je ne sais pas si j'hésiterai sur le mot guerre civile parce qu'il me fait peur et parce que je sais, professionnellement, parce que j'ai été 23 ans le patron de Reporters sans frontières et quand pendant ces 20 ans, j'ai passé ma vie dans des pays où il y avait des guerres civiles et tout, et on n'en est, Dieu merci, pas là. Mais qu'aujourd'hui, il y ait un problème de sécession, je dis des banalités, mais c'est vrai, écoutez, aujourd'hui, chez moi, par exemple, l'Office public des HLM, que je préside pas, donc on ne peut pas dire que c'est moi qui dis ça. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre dans des cages d'escalier des gens, par exemple, des Maghrébins et des Gitans dans les mêmes quartiers. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que je choisis à dessein, pas seulement des Français, je ne sais pas comment on dit, de souche, et puis des Gaulois, des gens issus de l'immigration. Mais pareil, on a le plus grand mal aujourd'hui à mettre dans les mêmes immeubles des gens qui ont pourtant l'islam en commun, des gens d'origine turque et des gens d'origine du Maghreb. On en est là. Et aujourd'hui, dans ma ville, comme dans plein d'autres villes, oui, les policiers hésitent à aller dans un certain nombre de quartiers parce que les pouvoirs publics leur disent quoi? Qu'est-ce qu'il dit le sous-préfet? Qu'est-ce qu'il dit l'ancien sous-préfet? Il vient de changer chez moi. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, au fond, vous savez, tant qu'ils sont entre eux et qu'il faut un petit peu de trafic, n'allons pas jeter de l'huile sur le feu. Conclusion, par exemple, la police municipale, dans un certain nombre de quartiers de Béziers, ne peut pas y aller sans avoir l'accord de la police nationale, qui elle-même a besoin de l'accord du sous-préfet. Autant, avant de vous dire que l'accord soit réuni, le petit connard que tu es en train de poursuivre en bagnole, il sera disparu de la circulation.
Oui, bien sûr qu'il y a ce risque-là. Mais enfin, les violences qu'on voit à l'œuvre, alors chez moi, je n'ai pas ça, Dieu merci, mais les violences de bande, et puis ce qui s'est passé avec ces gamins, oui. attendez, gamins, enfants, 14 et 15 ans, ouais. moi j'en suis resté bouche bée. J'ai pas envie de faire de politique facile là-dessus, parce que je ne sais pas comment on trouve de solutions, j'en ai pas moi de solutions là-dessus, et je crois pas que la droite, elle en ait plus que la gauche sur cette question-là. On est devant un abîme, un gouffre, et on se dit oui, on est à un pas de cela. Sur l'islam, pour finir, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'islam est incompatible avec la République, parce qu'attendez, on arrête. Oui. On arrête, qu'est-ce qu'on fait ? Si on se résout à dire ça. On fait 2 nations, on fait des bantoustans, et puis on se met en place, on sépare les gens. Enfin, attendez, c'est pas possible de dire ça. Dans ma ville, ça m'a valu des problèmes, des procès jusqu'en cassation que j'ai finalement tous gagnés. Les 2 tiers des enfants, monsieur, les 2 tiers des enfants de nos écoles publiques sont issus de l'immigration. Donc ça veut dire 90%. L'immigration maghrébine. Oui, 90% sont de culture, peut-être pas forcément de religion, mais de culture d'origine musulmane. Qu'est-ce que je fais ? Je dis qu'on ne peut plus vivre avec eux. Et comment on vit à Béziers ? Qu'est-ce que je dis à ces gens-là ? Oui, il y a un vrai problème. En même temps, je plaide, je dis que ce que je dis là est pas entièrement vrai. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être honnête vis-à-vis de vous, encore une fois. La réalité, elle est complexe. Et 54% des musulmans de moins de 28 ans expliquent que les lois de la charia, les Français musulmans de moins de 28 ans, pensent que les lois de la charia passent avant la République. Ça vous donne raison, monsieur. Mais en même temps, je me dis, si on se dit que c'est définitif, ça, attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut m'expliquer. Qu'est-ce que je fais, comment je vis. Et en plus, attendez, c'est pas vrai de tous les musulmans. Non. Moi, dans ma propre équipe, dans ma propre majorité municipale, il y a un certain nombre de gens qui sont musulmans. Je me contrefous de savoir qu'ils sont musulmans, comme moi, alors que moi, je suis catholique. Je sais que sur ce qu'on est en train de faire dans ma vie, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Et on n'a jamais parlé de ça. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je sais bien que c'est un peu hypocrite. Attendez, je sais que tout ce que je viens de dire est compliqué, critiquable et contradictoire. Je le sais, mais moi, il y a plein de contradictions face auxquelles je suis incapable de répondre. La réalité n'est pas blanc et noir, hein, Robert Ménard, et vous le savez, il faut arrêter. Voilà. Non, le problème n'est pas d'arriver ni à un apartheid, ni en revanche, je parle à demi, ni en revanche de céder sur l'essentiel. Tout est là. Quand il y a des lieux de culte qui pratiquent soit la haine, soit le séparatisme, soit l'appel à la haine, il y a les lois. Le problème, c'est appliquer les lois. Mais Dominique oui. a raison. C'est vrai, vous l'avez rappelé, c'est un de mes échecs. Mais moi, j'en ai plein d'échecs. Je n'ai pas honte de le dire. Quand on a essayé de faire signer une charte, il y a 5 mosquées à Béziers. Il y en a en tout et pour tout 2 qui ont signé. 2 autres qui n'ont pas signé parce qu'elles n'ont pas envie de cette approche de la religion, c'est-à-dire la remettre à sa place, la religion, c'est-à-dire dans une sphère privée. Oui. Et la dernière, c'était la mosquée turque. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais ça se pose comme ça. Vous savez, des mosquées qui sont turques, des mosquées qui sont d'obédience pas maghrébine, marocaine ou algérienne, parce que c'est ça la réalité. Les mêmes mosquées, vous trouvez que des Marocains ou que des Algériens et pas facilement ensemble, parce qu'on avait exigé que les prêches, la prise de parole de l'imam se fasse en français et pas en arabe. Et non, il continue à le faire. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je vous ai compris, je me mets pas en exemple en disant tout ce que je fais, j'ai réussi. C'est pas vrai. Sur ça, vous avez raison de souligner. Et ça m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, dans ma ville, quand je vois tout un tas de commerces qui, dès qu'ils deviennent communautaires, alors arrêtons d'être faux cul. Communautaires, en l'occurrence, c'est pas qu'ils sont suédois ou danois, c'est qu'ils sont maghrébins ou turcs. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus une fille dans les terrasses de ces cafés.
il n'y a plus de ce restaurant. Pas parce qu'il y a écrit que vous le voyez ça. Mais je le vois. Attendez, vous venez. Chaque fois que vous avez les commerces communautaires gagnent du terrain dans les rues, ça veut dire qu'aux terrasses, vous n'avez plus de filles. Alors vous avez toujours une journaliste locale de Midi Libre débile qui va sur place et qui dit mais moi on m'a rien dit. Évidemment, elle prévient avant qu'elle arrive. Et évidemment que personne n'a écrit sur la terrasse en question que c'est interdit aux femmes. Mais une femme s'y trouve suffisamment mal à l'aise pour plus y être. Et ça, c'est intolérable. Quand vous pensez qu'il y a un certain nombre de féministes qui sont capables de jouer de l'autoflagellation parce qu'elles sont blanches et qu'elles appartiennent à cette civilisation chrétienne et qui n'ont pas un mot sur ce que ça veut dire l'islam en termes de régression pour les femmes. Attendez, honnêtement. Ça, vous savez très bien, chez certains, le masochisme est considéré comme un des beaux-arts. Allez, on continue, et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On débat de tous ces sujets. On vous attend. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, ça continue de discuter justement. André Berkoff est vraiment dans tous ses états. Robert Ménard aussi. Et puis vous aussi, vous êtes très nombreux à nous appeler. Vous avez bien raison. 0826 300 300. Allez, on donne la parole à Romain qui nous appelle d'Agen. Bonjour Romain. Oui, bonjour Romain. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Ménard. Et non, bonjour. André, non Monsieur Ménard, vous n'êtes pas des dieux cons et je vous remercie de faire appel au bon sens et de laisser réfléchir les auditeurs. Donc je reviens rapidement moi sur le drame qui s'est déroulé avec Alisha. Oui. Je suis tombé des nues. Comment 2 enfants de 15 ans peuvent faire un guet-apens et tuer quelqu'un? On parle d'enfants de 15 ans. Oui. Et là-dessus, ma question porte sur la responsabilité. La responsabilité notamment de l'éducation, et je ne parle pas de l'éducation, de l'enseignement par l'école, mais l'éducation des parents. Oui. Alors on a le gouvernement qui se penche beaucoup sur un passeport sanitaire. Et alors je vais aller même un peu plus loin. Est-ce qu'on serait pas sur un passeport parental où il faut vraiment donner, je sais pas quoi penser par rapport à ça, avoir un passeport pour que les parents puissent avoir des enfants. Sinon on va se retrouver avec de plus en plus de cas de sauvagerie. Et les éléments, l'actualité qui s'est déroulée la semaine passée, ça ressemble beaucoup au livre Guérilla de M. Oberton. Ouais. Les premiers chapitres ressemblent beaucoup à ça. Donc là-dessus, l'avis de M. Ménard sur la responsabilité et à qui la donner. Alors Robert Ménard, justement, le maire que vous êtes, les parents d'élèves, vous connaissez les élèves, les écoles, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un problème, comme il y a eu ce drame affreux qu'il y a eu il y a quelques jours avec Alisha à Argenteuil, il y en a eu d'autres, effectivement, de gens, la petite qui a failli se faire brûler à l'essence, on l'a aspergé d'essence, etc., etc. Alors, faut pas, c'est pas heureusement ni la majorité ni rien, mais quand même, est-ce que, effectivement, comment poser la responsabilité de la famille ou des parents? Je vais vous dire, sur l'affaire d'Argenteuil, Ouais. je fais pas de politique parce que je sais pas, j'en sais rien du tout. Parce que là, on est ailleurs. On est ailleurs. Je suis comme votre auditeur. J'ai été abasourdi. On m'a demandé de réagir dans des plateaux différents. J'ai dit, je vais pas mettre en cause tel ou tel parce que ça dépasse tout ça, parce que c'est monstrueux. C'est par-delà le bien et le mal. Mais enfin, absolument, voilà, attendez. Moi, je sais, j'ai appris des choses depuis sur la famille, sur ses difficultés. C'était pas tout ne se passait pas bien pour le garçon en particulier et tout, mais entre tous se passait par bien. Et puis faire ça, il y a un monde, il y a quelque chose. Et je refuse, vous avez compris, monsieur, c'est pas que je veux pas répondre à votre question, c'est que je veux pas faire comme les hommes politiques, par exemple de droite, et j'en ai entendu, tout de suite montrer du doigt le manque de répondants sociaux, l'abandon de l'école de l'autorité, les familles qui vont à volo, la justice des mineurs qui est pas suffisamment sévère. Je prends autant de cas sur lesquels je suis d'accord. Oui, la justice pour les mineurs n'est pas assez sévère. Oui, il y a une perte d'autorité dans les écoles. Oui, les familles, il y a combien de familles qui vont à volo parce qu'il n'y a plus un papa pour rappeler que l'autorité parentale ça pèse et que l'image du père, elle compte dans des familles qui sont de plus en plus monoparentales et tout. Tout ça, ça existe. Mais face à ce cas-là, je ne sais pas quoi dire. Parce que là, on est au-delà de tout ça. Attendez, vous l'avez dit, enfin, les enfants se tuent au sens propre. Tuent au sens propre.
Mais vous savez, enfin, personne n'a la réponse et ce serait très présomptueux de le dire. Moi, j'étais très frappé, je cite toujours Maurice Berger, ce merveilleux pédopsychiatre qui a écrit, qui s'occupe d'enfants violents, ultra-violents, en Seine-Saint-Denis, et qui a lui aussi la pratique. Et il dit que le problème, enfin l'un des problèmes, c'est que justement l'instinct de la mort presque triomphe. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que ça peut aller jusqu'à la mort. Eh bien, c'est normal. On tabasse quelqu'un et presque on a envie de le finir, mais le finir serait presque, enfin pour certains, je dis bien, encore une fois, la suite logique. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais sans aller jusque-là, il y a quelques semaines, chez moi à Béziers, il y a une jeune fille de 18 ans qui travaille d'ailleurs dans une maison de quartier de la ville. 18 ans. Ouais. Elle rentre pour prendre le bus. Parce qu'elle habite dans un village à côté, sur une des avenues de la ville, pas au fin fond d'un quartier difficile. Au centre-ville, quoi. Enfin, Elle se fait alpaguer par deux gamines, mineures les deux, qui la tabassent, qui la prennent en poids et en volume, qui les amènent chez elle, qui continuent à leur taper dessus. Ils lui ont fait un martyre pendant 1 heure. Et je passe, parce que j'ai pas envie que Gwendoline, je la mette en pâture, je passe sur ce qu'ils lui ont fait à Gwendoline. Jusque-là, c'est déjà monstrueux. Ces gamines n'ont cessé, une troisième, de filmer la scène. Et ont mis sur des réseaux, les réseaux sociaux, sans se cacher, vous avez compris. Elle tape sur une gamine, sans rien, il n'y a aucune raison, il n'y a rien. Elles ne la connaissent pas comme ça. Et elles sont dans une telle impunité qu'elles mettent ces images sur les réseaux sociaux. Évidemment, elles se sont fait arrêter. Et elles se filment elles-mêmes sans se cacher en train de taper sur l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Je ne sais pas. J'étais avec cette petite Gwendoline, on a marché dans les rues ensemble. Ni elle ni moi n'avons la réponse. Clémence. Alors, je précise seulement que le docteur Maurice Berger avait écrit Sur la violence gratuite en France aux éditions L'Artilleur, pour ceux qui veulent relire son très très bon livre, et qu'on l'avait reçu le 12 juin 2020. Vous pouvez le réécouter sur YouTube, c'était une excellente interview. Et puis tout de suite, on retourne au standard, on va donner la parole à David qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour David. Oui, bonjour David. Oui, bonjour à tous. Bonjour David. Ça fait vraiment plaisir d'être sur la radio et pouvoir être avec vous, avec Robert Ménard, parce que malgré tout, je suis en contradiction un peu avec lui sur le fait de l'islam. Du fait comme quoi, en fait, il n'y aurait pas de problème, l'islam pourrait très bien s'intégrer en France. Alors en l'occurrence, moi je travaille à la SNCF dans une grosse gare parisienne où je côtoie énormément de musulmans et des enfants de pères français ou mères marocaines et compagnie, certains très patriotes. Et malgré tout, quand on rentre vraiment dans le fond du sujet, à chaque fois ce qui revient, c'est en effet, si un jour il y a un appel à un soulèvement, et concrètement c'est ce que j'ai vécu, j'ai parlé énormément sur ces sujets-là avec mes collègues, ils me disent concrètement, c'est simple, il n'y aura pas la France, ça sera les musulmans avant tout. Et le musulman qui est non pratiquant, il sera avec nous. Et d'ailleurs, dans la salle, plusieurs fois, quand il y avait des musulmans mais non pratiquants, parce que je sais leur mode de vie, me disaient concrètement, en effet, il a raison. Donc moi, je suis très pessimiste sur la France, et je tenais à préciser, à remettre dans le contexte, moi je suis fils d'immigrés portugais. En fait, votre sujet, il y a tellement de sujets, j'ai tellement de choses à déballer, ça me tient vraiment. Je suis très énervé sur la France, parce que j'ai l'impression qu'en France, il n'y a qu'en France on peut pas être patriote. Alors dans tous les autres pays du monde, on a le droit d'être patriote, on a le droit de dire oui, notre histoire, elle est belle, on a le droit de la revendiquer. En France, on n'a pas le droit. Et moi, au sein de la SNCF, j'ai pu rencontrer des Français de souche et de souche des 4 coins de la France. Ils s'auto-flagellent sans arrêt. Sans arrêt. Les Français de souche. C'est insupportable. C'est insupportable. Et c'est moi, fils d'immigré portugais, qui ai eu la nationalité française à 18 ans, d'accord, comme ma femme d'ailleurs, qui défendons beaucoup plus souvent la France que le français de souche. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors moi, je n'y crois pas du tout. Je suis très pessimiste sur la France. Avec la vague d'immigration qu'on a des pays du Moyen-Orient, moi je pense qu'honnêtement, la France, j'ai pas envie de la voir dans 10 ou 20 ans. Moi, je vois rien que dans l'école de mes enfants, où mon enfant, c'est même pas un Français de souche, au final 200, on va le dire concrètement. Non, mais on avait compris. Non, mais je vous le dis, moi, il n'y a pas de tabou là-dessus. C'est pas un Français de 200. Et il est européen, c'est un des rares. Autour de lui, il n'y a que de la culture africaine. À un moment donné, c'est pas possible. On a en France
Et moi, ça m'insupporte. Et d'ailleurs, ce problème de communautarisme, je vais aller encore plus loin. Par exemple, même les Portugais, je m'en rends compte, ils se communautarisent, mais c'est pas bien méchant, mais ils restent entre Portugais. Pourquoi? Parce qu'autour d'eux, il n'y a pas de Français. Vous voulez dire que le français lui-même, il a abandonné en fait l'idée même de la France. Enfin, ce que vous sentez autour de vous, c'est ça. Et même par exemple, j'ai des collègues français de souche qui vont se marier avec une Algérienne, une Espagnole, une Portugaise. Et ben ils vont tout de suite aller du côté de la nationalité étrangère de leur conjoint et en critiquant la France. Moi, ça c'est insupportable. Et même en étant fils de Portugais, ça m'est insupportable. David, non mais écoutez, votre témoignage est très intéressant parce que vous n'êtes pas le seul qui nous appelle sur Sud Radio pour nous dire ça. C'est quand même, c'est étonnant. Enfin, c'est pas étonnant, mais c'est significatif. C'est lui, fils de Portugais, qui défend la France face à des Français de souche qui n'ont pas l'anime mais s'en foutent, quoi. Monsieur, je voudrais juste vous reprendre sur le premier mot. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'islam. Bien sûr qu'il y en a. Je le vois tous les jours dans ma ville et en France. Je dis juste que si je me dis qu'on ne trouve pas de solution pour intégrer une population d'origine musulmane, on va se suicider. D'accord. Non, mais moi, je voudrais revenir à la chose importante aussi qu'a dit David. C'est la deuxième partie. Oui, c'est quand il dit pourquoi les Français, pourquoi les Français ne veulent plus parler de la France, ne veulent plus entendre parler comme si c'était un objet, un vieil objet qu'il fallait mettre au magasin des accessoires. Mais parce qu'ils écoutent les médias, parce qu'ils voient la télé, parce qu'ils voient les séries de télé où on passe son temps à dire le contraire, où on passe son temps à cracher à son propre visage. Vous savez, comme si tu crachais en l'air et que ça te revienne dessus. Bien sûr que vous avez raison, monsieur, sur ce point-là. On ne donne pas envie aux gens de devenir français si les Français s'aiment pas eux-mêmes, si on n'aime pas ce pays. Je veux dire, il n'y a qu'en France où, alors ça change un petit peu maintenant, où moi je me rappelle, enfin, André, vous vous en souvenez, on n'est pas des perdreaux de l'année quand même. Je me souviens que quand tu mettais un drapeau bleu, blanc, rouge dans ton jardin, c'est que tu étais forcément un petit facho de troisième zone. C'était quand même ça la réalité. Alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça reste vrai, ça reste vrai. Ça a été ça, et ça vous avez raison. Si on n'intègre pas des gens, si on leur donne pas envie de devenir français. Or, l'image qu'on véhicule, ce qu'on dit de notre pays ne donne pas envie. Deuxième raison, et c'est pour ça que je suis pour une limitation drastique de l'immigration. Aujourd'hui, si vous ne limitez pas l'immigration, s'il arrive grosso modo 400 à 450 000 personnes chaque année qui viennent en France, dont une bonne partie issue de ces pays-là, vous n'arrivez pas à intégrer ceux qui sont déjà là. C'est pour ça qu'il faut dire halte et maintenant se donner le temps de reprendre tout à la base et de convaincre les gens que oui, devenir français, je le disais tout à l'heure, c'est un privilège, mais qu'ils ont cette chance, et qu'ils ont cette chance parce qu'on leur dit que c'est une chance. Pardon, vous savez, si un certain nombre de gens dans la communauté musulmane, et dans ma vie, la communauté musulmane est très importante, votent pour moi, malgré tout ce que je dis, par exemple sur l'immigration ou sur l'islam, vous savez pourquoi? C'est parce que je suis un maire autoritaire qui ne présente pas ses excuses tous les matins et qui dit pas la France c'est une espèce de truc innommable dont on devrait avoir honte. Ils le savent et figurez-vous, finalement ils préfèrent un maire qui soit fier de ce qu'il est. Et en fait, il faudrait peut-être rappeler justement à quelque chose, je pensais à ça l'autre fois, c'est que les deux hymnes les plus connus de la France, enfin en tout cas depuis la Révolution, c'est d'abord la Marseillaise, et puis c'est le chant des partisans. Est-ce que ce sont des hymnes pacifistes ? Est-ce que ce sont des hymnes couchés ? Est-ce que ce sont des hymnes qui disent aux gens, oui, surtout ne parlez de rien, vous n'aurez pas ma haine ? Ami, entends-tu le vol noir sur l'eau pleine, ohé, sabateur et la balle et au couteau, tu évites le chant des partisans. Et puis, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis quand même que tout ça s'est fait parce qu'il y a des gens qui ont dit basta, così. Les gens vous demandent, vous savez, moi, personne ne me demande, par exemple, je sais pas, la démocratie participative. J'ai jamais vu une personne. Qu'est-ce qu'on me demande? De faire ce sur quoi je me suis engagé. Personne ne me demande d'embrasser tout le monde sur la bouche en disant tout le monde est gentil et tout. Ils me demandent d'avoir des convictions, de les défendre, et s'ils ont voté pour moi, de défendre ces convictions qui sont souvent les leurs. C'est tout ce qu'on me demande. On ne me demande pas de me mettre à genoux devant qui que ce soit. Devant qui que ce soit.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Robert Ménard. Je rappelle le titre de votre livre, Thérapie de choc, et c'est aux éditions La Nouvelle Librairie. André Berkoff, évidemment, on se retrouve demain à midi. On peut réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui pose cette question aujourd'hui. Les enfants, alors c'est un enfant quand je veux ou plutôt un enfant quand je peux? Elle en parle avec le gynécologue Christian Jamin. Là aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300. À tout de suite.